Bienvenue à tous. Je vois qu'on est déjà pas mal. C'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que la ventilation, ça attire pas grand monde en général. Il y en a qui étaient là depuis très longtemps, donc ça fait plaisir. Nous sommes conseillers France Rénov, moi et mon collègue Florian. Pour ma part, moi, je travaille au CPE de la Maison à Énergie Habitat Climat sur Aix-en-Provence et mon collègue travaille à l'ALEC de Marseille sur Marseille. Et la région. Et donc voilà, nous sommes France Rénov sur toute la métropole Aix-Marseille. Nous avons le numéro unique pour commencer, on va dire, cet accompagnement qui est Allo Rénov Énergie, qui après, du coup, en fait, dispatche selon les projets et leur localisation sur l'espace Conseil France Rénov adapté. On a dans un premier lieu l'ADIL, qui est là aussi pour répondre à tout ce qui est juridique et financier. Et ensuite, la Maison Énergie Habitat Climat et l'ALEC, on est plus là pour être sur un support plus technique, pour aller plus loin dans votre réflexion sur la rénovation énergétique. Et on accompagne aussi sur les aides potentielles que vous pourriez bien sûr prétendre. On va un petit peu plus loin aussi en termes d'accompagnement. On peut aller faire des visites à domicile pour réfléchir sur le projet de rénovation énergétique qui serait le plus pertinent par rapport à l'existant, par rapport à chaque logement est différent. Donc on peut apporter un peu cette expertise-là en amont justement du mon accompagnateur rénov qui lui après vient prendre le relais pour accompagner les projets en rénovation globale. Tout ça pour avoir les aides Ma Prime Rénov rénovation globale. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter à travers le numéro unique, mais aussi à travers notre outil qu'on a mis en place, l'outil Loutre, un outil numérique qui permet à vous de gérer votre projet, d'être directement en relation avec nous en tant que conseiller France Rénov, d'être en relation aussi avec tous les professionnels RGE qu'on a référencés sur notre site Loutre. Vous pouvez directement les contacter via cette plateforme-là et directement aussi nous solliciter. On a mis aussi en place une action auprès des professionnels de l'immobilier, ce qu'on appelle Actimo 13, pour engager la démarche en amont de tout ce qui est projet immobilier, avec tout ce qui est notaire, les banques, etc. Donc tous ces acteurs-là, on essaye de les motiver, de les solliciter sur cette question de rénovation énergétique et voilà, d'aller vers les porteurs de projets directement et de nous envoyer s'il y a besoin d'aller plus loin d'un point de vue technique. Voilà, à la suite de cette présentation, vous aurez normalement un lien directement si vous avez coché la case pour pouvoir vous inscrire sur l'outre si vous ne l'êtes pas déjà, parce qu'il y en a, je crois, quelques-uns qui le sont déjà. Et donc voilà, vous pouvez enrichir votre projet, solliciter un conseiller France Rénov, solliciter les professionnels directement. Voilà, on est là directement pour vous appuyer sur cet espace numérique. Aujourd'hui, on va vous parler de l'isolation et de la ventilation. Pourquoi il faut réfléchir à ces deux dimensions dans une rénovation énergétique performante. Bien sûr, on va vous parler un peu de l'isolation dans un premier temps, et ensuite pourquoi c'est nécessaire de ventiler son logement, pourquoi c'est important et pourquoi ça le devient après une rénovation énergétique. Et on vous présentera bien sûr les différentes solutions possibles pour avoir une ventilation efficace. Donc, pourquoi isoler? Dans un premier temps, il y a l'association Negawatt qui a émis un peu ces scénarios idéaux pour avoir quelque chose de confortable au niveau de l'habitat à l'horizon 2050. Et ça passe bien sûr par la sobriété et l'efficacité. Sobriété, ça va être utiliser raisonnablement et au plus utile l'énergie qu'on a à notre disposition. On réduira bien sûr nos dépenses énergétiques par rapport à ça. Mais après, il y a aussi l'efficacité. Et donc là, ça passe par isoler son logement, avoir des appareils plus performants, des meilleurs rendements, des véhicules plus sobres, mais aussi plus économiques en termes de consommation énergétique, etc. Donc c'est là où on va se positionner un peu aujourd'hui dans le pilier efficacité. Et tout ça, ça vient bien sûr en amont, voilà, de réfléchir à comment produire de l'énergie qui sera moins émettrice de gaz à effet de serre, moins de CO2 principalement. Donc les énergies renouvelables pour arriver à un scénario idéal à l'horizon 2050.
Donc voilà, sobriété, efficacité, et donc voilà, isoler son logement pour diminuer sa consommation énergétique, ses besoins de chauffage qui sont nécessaires en hiver, même chez nous dans le sud où il fait quand même un peu doux. Donc les économies d'énergie, donc voilà, ça représente quand même une grosse part, le besoin de chauffage, ça représente une grosse part de la consommation énergétique d'un logement, d'un foyer. Ça, bien sûr, améliore le confort quand on va isoler, quand on va moins avoir besoin de se chauffer ou qu'on va pouvoir se chauffer à des prix raisonnables, tout en ayant une température confortable dans le logement entre 19 et 21. Donc voilà, c'est isolé, c'est très important sur ces dimensions-là. Et bien sûr, après, à terme, voilà, on augmente aussi la valeur du bien, ce qu'ils appellent maintenant la valeur verte, je crois, au niveau notarial. Donc c'est un investissement sur le long terme pour soi, pour sa facture d'énergie, sur le confort et aussi sur le bien lui-même. Et aussi, c'est moins d'entretien parce que du coup, quelque chose de bien isolé, bien ventilé, ça amènera à moins de dégradation. Ça, on va le voir après. Mais voilà, tout ce qui est condensation, dégradation sur les murs, etc., les fenêtres, on va le voir après. Mais voilà, ça va aussi permettre de lutter contre tous ces aspects-là du logement. Donc, qu'est-ce qu'on entend par isolation performante? Je vais passer la main à mon collègue. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une isolation performante? Alors, pourquoi est-ce que voilà, il faut isoler de manière performante son logement donc, une première part, c'est donc à cause des déperditions de chaleur. Ça, c'est donc le schéma, on va dire, général des pertes de chaleur d'une maison construite avant 1974. Et donc, à une époque où il n'y avait pas de régulation thermique et donc très peu, voire pas, d'isolation qui était mis à l'intérieur des murs, de la toiture, etc. Donc, on a des déperditions de chaleur qui viennent généralement, majoritairement du toit, puis des murs et de la ventilation, ainsi que des fuites d'air. Voilà, on met dans ce qui est voilà, air renouvelé et fuite, on considère la ventilation dedans. Et donc, enfin, les fenêtres, le plancher bas et les ponts thermiques, qui sont des postes un peu moins déperditifs, mais tout dépend de votre logement, de l'état des menuiseries, et on va dire de si votre logement est plus ou moins complexe, plus ou moins compact, est-ce qu'il a reçu des extensions, etc. Tout ça, ça va faire un petit peu bouger ces chiffres-là, mais globalement, on est là-dessus. On a ensuite des fuites d'air. C'est également très important d'isoler son logement pour réduire ces fuites d'air. Les conséquences d'avoir des fuites d'air, bon, ben, elles sont évidentes. On a des performances énergétiques qui sont dégradées, puisque du coup, on a plus d'air frais qui rentre au sein du logement, donc c'est un air qu'on doit réchauffer. On a potentiellement des plus grandes sensations de courant d'air, qui sont un des facteurs du ressenti de confort chez soi. C'est également source de condensation, puisqu'on a de l'air extérieur qui est souvent plus humide que l'air intérieur, et donc qui va rentrer chez nous et qui va nous rapporter un peu plus d'humidité. Et si on a un système de ventilation, c'est pas l'idéal, puisque du coup, ça vient un petit peu le perturber dans son fonctionnement, et il est plus aussi performant. Voilà, donc on voit sur la droite le graphique euh, globalement on va dire général des fuites d'air. Donc le point sensible, souvent qui est majoritaire, c'est les fenêtres et les portes extérieures, surtout quand elles commencent à avoir quelques années, si c'est des fenêtres en bois, que le bois a un petit peu joué, voilà, ça augmente vite ces fuites d'air. Et puis ensuite, on retrouve tout ce qui est coffre volet roulant, tableau électrique, appareillage électrique, et tout ce qu'on trouve dans nos espaces techniques de la maison, s'ils ne sont pas bien traités. Donc, qu'est-ce que ça représente finalement ces fuites d'air? Parce que des fois, c'est pas évident à se le représenter. Euh, il y a une norme qui a été établie, qui est l'indicateur Q4 en français, et qui va donc de 0,1 à 1,8. On part en débit de mètres cubes par heure. Euh, et voilà,
ce classement, il est tel que pour le représenter, on a mis un petit schéma sur la droite où on voit que deux très mauvais, on est sur la taille d'un wok d'environ 46 cm de diamètre, à très bon sur une petite tasse de 6 cm de diamètre. Globalement, dans les logements existants où il n'y a pas eu de traitement d'étanchéité à l'air particulier qui a été amené, on est sur des valeurs aux alentours de 1,6, 1,7, 1,8, voire plus. Ça, c'est quand on n'a pas des fenêtres ou d'autres choses qui sont fortement défectueuses. Et donc, à partir de 2000, combien, Kevin? 2012, il me Pardon. semble, Ouais. Les RT. euh, l'ART 2012 a mis en place une réglementation sur ces fuites d'air. Et donc, avec un indicateur et un test, voilà, qui va avec. On vous a mis la photo en haut à droite, qui s'appelle la porte soufflante, où on vient combler l'entièreté des entrées d'air et des sorties d'air du logement. Et on vient estimer quelles sont les fuites d'air non voulues qu'il nous reste encore à l'intérieur de chez soi. Voilà, c'est de cette manière que sont mesurées les fuites d'air. Et donc, vous avez en correspondance, euh, pour vulgariser un petit peu, la taille par rapport à des ustensiles. Voilà. Et nous, dans le parc existant, on se situe dans le mauvais, très mauvais, aux alentours de Mm. 1,7, 1,8. Et après rénovation, quand on fait un effort sur les fenêtres et un peu sur l'étanchéité à l'air, on arrive à moyen, mais en général, on est plus aux alentours des 1,2, on est mauvais bien, on va dire. On essaye de ramener le curseur vers le moyen en rénovation, Mm. en effet. Donc, pour essayer de pallier à ces problèmes de déperdition de chaleur et de fuite d'air, on vient s'isoler. De la même manière, un petit peu, qu'on viendrait se protéger contre le froid et contre le vent. Donc, on va mettre une laine qui va venir garder la chaleur. Et puis, dans les pays un peu, ben, dans notre région notamment, où on a pas mal de vent, l'hiver à Marseille, on va mettre un coupe-vent. Et ça va nous permettre de rester au chaud. Mais dans ces cas-là, lorsqu'on s'est bien isolé, lorsqu'on s'est bien protégé, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut se produire comme phénomène? Qu'est-ce qui nous arrive souvent lorsqu'on Plein s'est de bien trucs. tenu au chaud et que le vent ne vient plus nous ventiler? On peut Donc lancer là, la question. on vous laisse répondre à cette petite question ouverte, si vous voulez. Oui, dans le chat ou dans le sondage qu'on vient de lancer. À mon avis, vous l'avez tous. On va vous laisser une minute. Comme ça, on va voir ceux qui n'étaient pas attentifs. Allez, je pense qu'on avait une réponse et un peu Allez, d'activité dans le chat. la réponse. Hop. Qu'est-ce qu'on a Alors, comme réponse? tu le vois toi? Attends. Moi, je l'ai mis ici. Parfait. Alors, voilà, on transpire. On transpire. De la transpiration, de la sudation, de la condensation. Il y en a qui ont déjà traduit le terme, plus pour le bâtiment. C'est bien vu. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, voilà, on vient transpirer. Donc, on vient créer quelque part encore plus de condensation sur ces parois. Donc, d'où l'importance de faire d'avoir une bonne ventilation, encore plus lorsque on a fait une isolation performante de son logement. Euh, voilà. Hop. Alors, attends. Ouais, moi, il y a la barre qui s'affiche en bas. Je sais pas pourquoi ça masque le bas.
Donc voilà, pour aller plus loin sur l'isolation, parce que ça va pas être le sujet du jour complètement, on a d'autres webinaires qui traitent déjà de ces sujets-là, que peut-être certains ont déjà suivis. Ils sont disponibles sur nos chaînes YouTube respectives, sur la chaîne du CPIE du Pays d'Aix et la chaîne de l'ALEC de la métropole marseillaise. Notamment une bonne isolation de son logement et comment atteindre le niveau BBC. Et il y aura aussi d'autres webinaires qui vont arriver aussi sur comment augmenter son étiquette énergétique, comment mieux maîtriser ses factures d'électricité, etc., qui feront encore pas mal de rappels sur tout ce qui est isolation, bonnes pratiques, etc. Vous aurez les liens à la fin aussi directement sur le replay. Attends, je vais juste quitter parce qu'on ne voit pas en entier. Voilà. Donc voilà, pour reprendre globalement ce que c'est une rénovation performante, en fait, il faut traiter des 6 grands, on va dire, chantiers d'une rénovation énergétique. Ça va commencer par le plancher, les murs et la toiture. Donc ça, c'est vraiment isolation, 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 avec un effort surtout sur la toiture, parce qu'on l'a vu, c'est le poste le plus déperditif au niveau d'un logement. Ensuite, il y a les menuiseries. Bien sûr, maintenant, on n'admet plus le simple vitrage, il faut passer sur du double. Le triple, c'est vraiment pour des cas très spécifiques. Chez nous, normalement, dans le sud, il n'y en a pas vraiment besoin. Ensuite, la ventilation, donc avoir un système efficace. Ça permet quand même de réduire la facture énergétique, on le verra par la suite, et d'avoir des systèmes de chauffage et de chaude performants. Ensuite, il y a aussi des petits points annexes qui sont quand même non négligeables. C'est le traitement des ponts thermiques. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie toujours l'isolation thermique par l'extérieur et d'avoir aussi une continuité entre l'isolation entre les murs et le toit, par exemple. Il faut qu'il y ait une continuité de l'isolation, il ne faut pas qu'il y ait rupture, sinon ça crée des ponts thermiques importants. Avoir une bonne étanchéité à l'air, donc minimiser au maximum les fuites pour avoir une ventilation qui est mesurée, qui est dimensionnée, sans avoir d'excès. Et aussi la migration de la vapeur d'eau pour gérer justement tous ces points de condensation, etc. Donc avec des pare-vapeurs, etc., selon comment on isole par l'intérieur, par l'extérieur, etc. Donc voilà, la ventilation, ça fait partie entièrement justement d'une rénovation performante. C'est un des lots qu'il faut traiter. Donc petite question supplémentaire. Euh, à votre avis, alors attendez, je vais lancer le sondage. L'air intérieur est-il plus pollué que l'air extérieur? Hop. Et après, je te laisserai enchaîner, Florian, si tu veux. Ouais. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions aussi dans le chat. On essaiera de Ouais, répondre à la grande majorité ouais, en ouais, ouais. fin de présentation. Et sinon, bien sûr, vous pouvez venir vers nous pour avoir un conseiller France Rénov qui sera à même de répondre à ces Également, questions et à chaque projet particulier. également, n'hésitez pas à créer votre compte Loutre et à venir nous solliciter Hmm. sur le projet. 35, c'est bon. Le sondage a bien Allez, marché, on dirait. 35 sur 35, impeccable. Donc Alors, 86% de oui et 14% de non. Donc en hop. effet, euh, comme vous l'avez à majorité deviné, l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur, pour plusieurs raisons. Une des raisons majoritaires, c'est l'augmentation, donc c'est la pollution intérieure qui sont créées par toutes les activités humaines que l'on peut avoir chez nous, voire même certains matériaux de construction ou autres peintures. Voilà, on retrouve notamment ce qui va être aussi les éléments de combustion des cheminées ou voire même des chaudières gaz. Donc, comme j'ai dit, on peut avoir des peintures qui vont pouvoir dégager aussi certains polluants. Euh, et à cela, on rajoute la pollution extérieure qui nous provient de la part des infiltrations d'air ou de notre ventilation, mais des infiltrations d'air puisque c'est celles qui sont non voulues.
Donc voilà, cela fait que globalement, notre air intérieur est plus pollué puisque finalement, on est dans un endroit qui est quand même relativement confiné, plutôt confiné, et que nous créons nous-mêmes des pollutions venant de l'intérieur. Euh, donc les impacts, pourquoi ventiler lorsqu'on a une isolation performante? Euh, Tu me dis si je une, passe. une des autres raisons principales, c'est la création de phénomènes de condensation des parois au niveau des faiblesses de l'étanchéité à l'air. Pourquoi? Puisqu'on a bien isolé, puisqu'on a traité un petit peu mieux notre étanchéité à l'air, euh, malheureusement, en rénovation, on n'arrive pas à la traiter complètement. On n'arrive pas à faire en sorte d'arriver à une suffisamment bonne étanchéité à l'air pour que on n'ait plus d'infiltration. Donc là où on va avoir ces infiltrations et ces petites faiblesses, on va avoir plus d'air globalement qui vont passer par ces endroits. Là où avant, ils passaient par les fenêtres, par d'autres, par plusieurs petits points disséminés dans la maison, là maintenant, ils vont passer par un petit peu moins de points. Et donc, on va avoir plus de quantité d'air qui vont passer par ces points-là, ce qui est un risque de condensation à ces points de faiblesse. D'où l'importance de bien ventiler, même si on a traité l'étanchéité à l'air. Et surtout, si on a traité l'étanchéité à l'air. Donc, la qualité de l'air, il est finalement 5 à fois plus pollué que l'extérieur, puisque donc, on l'a dit, l'air intérieur, c'est de l'air extérieur auquel s'ajoutent les pollutions intérieures. Et finalement, on passe environ 80-90% de notre temps, en fonction de notre travail aussi, à l'intérieur de bâtiments. Donc, c'est considérable. Et cet élément, ce facteur est très important et a eu tendance à être un peu trop oublié euh, à l'époque. Donc, on a environ 25 à 30% de la population des pays industrialisés qui sont touchés par des allergies. Ça, c'est dû à tous les polluants, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. 37% des logements qui subissent des problèmes de moisissure. 10% de logements qui sont multipollués. Voilà. Et donc, ça représente quand même 3,8 millions de décès liés à la qualité de l'air intérieur, soit 7,7% des décès, si on reprend ça pour des chiffres de 2016. Donc, c'est considérable. On a considérable, tout simplement. Voilà. Pourquoi il est très important, également encore plus important, de ventiler lorsqu'on a donc une isolation performante? Parce que donc, la condensation et les vapeurs d'eau qui sont créées par les activités humaines et en majorité donc par nos corps, par notre respiration, peuvent moins facilement s'évacuer du logement. Donc, on augmente potentiellement ces problèmes de condensation lorsqu'on a fait une bonne isolation et qu'on a bien traité l'étanchéité à l'air. On vous a donné des petits chiffres, pareil pour vulgariser environ. Euh, Source d'humidité, respiration, transpiration d'une personne, c'est de 40 à 70 grammes d'eau par heure, ce qui est beaucoup. Une douche chaude, c'est 200 grammes d'eau par heure. Et une casserole en ébullition, dans une cuisine, c'est 400 grammes d'eau par heure. Donc, si on n'a pas de bonne ventilation, on risque de créer voilà, des problèmes de condensation. Donc voilà, la température ressentie, on dit très généralement en fait que c'est juste la moyenne entre la température ambiante du logement et la température des parois. Parce que les parois rayonnent du chaud, mais elles rayonnent aussi du froid. Donc, si on a une paroi froide, on va avoir, même si à l'intérieur, là on voit sur l'exemple qui fait 19 degrés, si à gauche la paroi est à 14 degrés, on a une température ressentie de 16,5. Alors que si on est isolé, comme à droite, où la paroi est à 18 degrés, on a une température de ressenti de 18,5 degrés. Donc voilà, ça c'est un peu pourquoi il faut isoler son logement et pourquoi il faut bien réfléchir sur les parois et les traiter et avoir une bonne isolation au niveau des murs, mais aussi au niveau du toit. Et Ensuite, pourquoi vas-y. l'humidité n'est pas uniquement importante pour l'aspect euh, du logement, de l'état de santé du logement, mais également sur le ressenti de chaleur, parce que l'humidité vient modifier un petit peu ce ressenti. Ouais.
Ouais, voilà, c'est là où on voulait en venir, c'est que voilà, en fait, l'humidité, elle va aussi accentuer les sensations de froid, les sensations de sécheresse aussi dans les voies respiratoires. Donc voilà, il faut pas être trop sec ni trop humide, donc il faut être situé entre 40 et 60% d'humidité. Et à tout ça s'ajoute aussi ben, du coup les courants d'air. Donc c'est pour ça qu'on en revient toujours au même, c'est l'étanchéité à l'air, parce que du coup ici il y a des petits courants d'air parasites, ça va aussi influer sur le confort et la température ressentie. Donc c'est pour ça qu'il faut traiter tous ces points-là. C'est pas juste isoler son logement, parce que parfois on va se dire il faut juste isoler, parce que du coup on aura plus chaud à l'intérieur. Mais en fait si on règle pas tous ces petits problèmes, on va dire, autour de la rénovation globale de son logement, on va avoir toujours cette température ressentie froide et du coup cet inconfort qui va dire que ben, on va augmenter le chauffage, on va augmenter sa facture, etc. Donc voilà, c'est un peu un cercle vicieux qu'il faut traiter dans sa globalité dès le début. Donc voilà, pourquoi installer un système de ventilation efficace? Donc bah, avoir un air sain au sein de ben, son habitat. Limiter l'humidité, donc voilà, réguler au maximum l'hygrométrie, évacuer les polluants qui sont issus de notre activité à l'intérieur de l'habitat, donc le CO2 par la respiration, mais aussi tout ce qui est composés organiques volatiles, essentiellement pour toutes les cols, etc., les peintures qui s'évaporent au fur et à mesure du temps, même des années après, et bien d'autres polluants. Apporter de l'oxygène pour les habitants, mais aussi pour les appareils de combustion, qu'on oublie un peu souvent. Donc, il y a notamment le gaz, mais aussi tout ce qui est appareil de chauffage, cheminée, insert, qui ont besoin d'être alimentés en oxygène, sinon ça appauvrit le taux d'oxygène à l'intérieur de l'habitat. Et ben, du coup, à terme aussi, de réduire les dépenses énergétiques en harmonisant la chaleur dans le logement. Donc voilà, ça fait partie de l'équation globale ben, d'une rénovation performante. Donc voilà, tout ça, c'est cadré dans le neuf, pas trop en rénovation. Mais voilà, pour se référer à un cadre, même en rénovation, on se réfère à cet arrêté de 1982 qui dit qu'il faut qu'il y ait un balayage entre les pièces à vivre qui sont le séjour, pardon, le salon, les chambres, et que ce soit balayé entièrement par de l'air neuf. Donc voilà, on apporte de l'air frais par ces endroits-là et qui soit extrait par les pièces où il y a de l'air vicié, de l'air humide, donc la cuisine, la salle de bain et les toilettes. Donc tout ça, ça doit être garanti par une ventilation qui est continue. Donc voilà, c'est pas une ventilation ponctuelle qui est juste là quand on prend une douche ou quand on fait cuire des pâtes. C'est vraiment en continu. Et tout ça, c'est réglementé par des débits. Donc voilà, il y a des débits réglementaires en fonction du nombre de pièces, etc., qui doivent être garantis pour assurer justement ce renouvellement d'air, pour avoir un logement sain et une hygrométrie saine. Donc là, il y a beaucoup de chiffres, mais très globalement, voilà, dans le cas général, on est sur bon, une maison, on va dire, de 4-5 pièces. On est aux alentours des 120-130 mètres cubes heure pour l'extraction d'air vicié dans la cuisine. Ensuite, dans les salles de bain et les toilettes, on est plus aux alentours de 30 mètres cubes heure. Donc voilà, tout ça, c'est normé normalement sur les VMC que l'on achète, mais ça doit être dimensionné en conséquence sur la partie gaine, etc. Donc là, on le voit sur le schéma qu'on reprend un petit peu avant, avec le principe du coup de balayage de l'air frais et l'air vicié qui est extrait. On voit qu'ici, on a une bonne part du séjour qui est absorbé et qui balaye l'appartement ou la maison. Et à droite, on voit en fait tout ce qu'on vous parlait tout à l'heure, c'est de l'air parasite. Donc tout cet air qui est issu de toutes les fuites, qui soient à travers les prises de courant, les fenêtres qui sont mal posées, les encadrements de fenêtres qui ont commencé à bouger, etc. Et du coup, tout ça, ça vient s'ajouter au débit initial. Et par exemple, dans le salon, là où on va avoir le plus de passages de réseau, le plus de prises, etc., ou autres, ou des portes qui donnent sur le garage, sur le couloir, sur l'escalier, on va avoir beaucoup plus de fuites que dans les chambres, par exemple, où on n'aura qu'une fenêtre. Ce qui fait que l'air frais qui rentre normalement par les chambres est beaucoup plus diminué que ce qu'il ne l'était avant. Parce que du coup, il y a un important flux d'air qui passe par le séjour et toute cette air parasite. Donc c'est pour ça qu'en rénovation, on accentue justement le traitement de toutes ces fuites d'air, cette air parasite, pour que la répartition de l'air entrant qui se fait normalement naturellement par les ouvertures que vous avez en haut des fenêtres soit bien équilibrée entre les différentes pièces de la maison, de l'habitat.
Voilà. Sinon, ça élimine beaucoup, on va dire, le dimensionnement. Ça joue beaucoup sur le dimensionnement justement de cette évacuation, de cette extraction d'air vicié. La performance globale de la VMC. Et oui, du coup, la performance de la VMC. Donc, au niveau de la ventilation, on va vous montrer les principales solutions qui existent. Il en existe quelques autres qui sont plus spécifiques, mais voilà, si vous avez des questions, on pourra en reparler plus tard. Mais voilà, déjà, on va vous présenter ces principales solutions. Donc, on va commencer par le collectif. Au moins, c'est fait. Je ne sais pas si ça concerne beaucoup d'entre vous, mais voilà, c'est toujours intéressant. Dans le collectif, en fait, on a un conduit principal qui va communiquer avec tous les logements, qui est basé principalement sur la ventilation naturelle, le tirage naturel, qui fait que l'air chaud monte. Et du coup, ça permet d'évacuer via des grilles qui sont positionnées normalement, les toilettes aussi et la cuisine et la salle de bain sur ce conduit principal, qui va permettre d'évacuer cet air vicié. Donc, il faut bien sûr veiller à ne jamais boucher toutes ces grilles d'aération pour avoir une bonne circulation de l'air, comme parfois ça peut être problématique avec des locataires ou des gens qui ont cette sensation de froid et qui veulent justement y remédier alors qu'ils bouchent les grilles, et c'est d'autres phénomènes qui apparaissent ensuite. Vous avez ensuite la ventilation hybride, donc c'est vrai que parfois il y a des conduits qui sont mal dimensionnés ou surdimensionnés, qui ont un tirage naturel très important, ou à l'inverse parfois pas assez important, qui demande du coup une assistance mécanique, donc avec un ventilateur en haut qui prend le relais en fonction des débits et des pressions, pour garantir justement un certain débit à tous les appartements, et qui soit bien dimensionné pour avoir le renouvellement d'air obligatoire. Donc voilà, que en cas si c'est trop faible ou si c'est trop fort, la ventilation hybride. Donc voilà pour le collectif. Pour la maison individuelle ou les appartements qui sont pas raccordés à un conduit directement, il y a deux encore possibilités en ventilation naturelle quand on n'a pas de système de ventilation mécanique. Ça va être ben, l'ouverture des ouvrants, tout simplement. Ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes pour renouveler l'air de temps en temps. Donc voilà, ça marche pas vraiment. On ne peut pas le quantifier, donc ça rentre pas dans le cadre de l'arrêté. Il y a un inconfort parce que ben, souvent on va ouvrir grandement les fenêtres le matin. Ben, du coup, ça va amener beaucoup d'air froid. Derrière, le logement va se réchauffer pour avoir une température confortable derrière. Donc voilà, ça va augmenter les besoins de chauffage. Tout ça qui fait que voilà, c'est vraiment proscrit. Et du coup, derrière, on va voir les autres solutions. J'avais vu dans le chat aussi quelqu'un qui posait la question si c'était nécessaire de ventiler son logement en ouvrant les fenêtres. Donc là, je réponds rapidement, mais oui, en fait, c'est quand même un complément. Donc c'est toujours intéressant de le faire, mais voilà, comme je viens de le dire, il ne faut pas le faire le matin avant d'aller au travail ou quoi que ce soit, parce que ben, on va refroidir directement ce logement. Il vaut mieux le faire à une période de la journée où il fait un peu plus chaud, ou le soir en rentrant, où il va y avoir des températures un peu plus confortables pour pouvoir aérer son logement ponctuellement. Ensuite, on a aussi les vieilles habitations où ben voilà, il y a juste une grille en haut, une grille en bas, par exemple dans les toilettes ou dans la salle de bain, pour avoir justement un petit recyclage de l'air vicié sur ces pièces-là. En général, ça marche pas très bien parce que c'est très dépendant des conditions extérieures. C'est sur des vieux bâtiments, des vieilles maisons, donc en général, c'est incrusté de poussière, etc. Ça commence à se délabrer à l'intérieur, donc il y a peu de passage d'air en réalité. Et souvent, on voit qu'elles sont un peu bouchées en partie parce que ben, ici, surtout dès qu'il y a du Mistral, et ben, on sent beaucoup d'air froid qui rentre et du coup, on a envie de s'en protéger. Donc voilà, ça, c'est vraiment les choses qui existent avant rénovation, et c'est pour ça que derrière, on va mettre en place un système de ventilation mécanique. Donc, le premier système de ventilation mécanique qui est le plus répandu et celui qu'on essaye de conseiller au maximum dans la région, c'est la ventilation mécanique contrôlée simple flux, qu'on appelle VMC, simple flux. Elle peut être de deux types existants. On a le premier type qui est la VMC simple flux autoréglable. Il n'y a pas spécialement de régulation au niveau des entrées ou des extractions d'air, où on a les VMC simple flux hygroréglables. Hygroréglables, il y en a deux types, hygroréglable A et hygroréglable B. Hygroréglable A, il y aura une régulation du débit d'air en fonction de l'humidité présent dans le logement, mais que par l'entrée d'air.
Et puis, hygroréglable de type B, on aura une régulation par l'entrée et par les sorties d'air, au niveau, donc toujours par rapport à l'humidité à l'intérieur du logement. Le principe, il est simple. On a souvent le bloc de la VMC qui est positionné au niveau des combles perdus. On vient faire rentrer l'air par nos entrées d'air qui ont été prévues en amont dans nos menuiseries et éventuellement, sinon dans les murs si ça n'a pas été prévu avant, mais de préférence dans les menuiseries. Et donc cet air vient être extrait à travers des gaines jusque vers le toit et en dehors du toit. Attention toujours à faire le choix, doit être fait en cohérence avec le mode de chauffage. Euh, voilà, c'est certains points de vigilance que vous retrouverez plus en détail dans des guides. Et notamment faire attention avec les systèmes de chauffage au bois qui ont besoin d'avoir leur amener d'air et aussi les chaudières à gaz qui ont besoin d'avoir de l'air comburant, du coup des ouvertures associées à chaque système de chauffage. Tout à fait. Si jamais on a des entrées d'air dans les systèmes de chauffage, on vient perturber un petit peu le débit de nos entrées d'air. On a ensuite un autre système de ventilation mécanique qui s'appelle la ventilation mécanique répartie. C'est un système donc constitué d'aérateurs individuels qui sont placés dans les pièces de service ou ce qu'on appelle les pièces humides, donc cuisine, salle de bain, WC, qui fonctionnent sur le même principe, mais qui peut être une bonne solution en rénovation, puisque donc il y a beaucoup moins d'installations de réseaux de gaines. Si par exemple également nos pièces humides se situent à proximité d'un mur extérieur, voilà, ça peut être très rapidement connecté. C'est voilà, une bonne alternative en tout cas en rénovation pour des bâtiments avant 82, voilà, ou lorsque on n'a éventuellement pas de comble perdu à pouvoir utiliser. Ça peut être en tout cas un système de ventilation alternatif. Et enfin, non, pas enfin, on a un autre système de ventilation qui est un peu plus récent, celui-là, qui s'appelle la ventilation mécanique par insufflation. Donc cette fois, on change de principe, on fait le principe inverse d'une VMC classique. On vient prendre l'entrée d'air au niveau de la toiture et à l'extérieur, et nos sorties d'air, ce seront nos réglettes qui seront positionnées sur les menuiseries. Il y a deux types, pareil, de VMI qui peuvent être, qui sont existantes. Il y a la VMI gainable, comme celle que vous voyez sur le schéma. Mais il y a également des VMI répartis, de la même manière que la ventilation mécanique répartie. On vient insuffler dans nos pièces à vivre, dans nos pièces, oui, c'est ça, dans nos pièces à vivre, le nouvel air qui vient sortir, mais donc on le répartit dans chacune des pièces à vivre, et ce qui permet également de ne pas avoir les gaines. Plusieurs avantages sur ce système. On peut filtrer l'air, donc on peut filtrer les pollens et autres particules. C'est possible également de le préchauffer. On peut avoir une petite résistance électrique au niveau du système pour venir préchauffer l'air et donc perdre un peu moins, avoir un peu moins d'air frais qui rentre dans le logement. Et en cas de zone radon, c'est intéressant d'avoir un logement en légère surpression. Euh, Point de vigilance, en revanche, sur ces systèmes-là, il y a un entretien qui est un peu plus conséquent puisqu'il faut venir changer des filtres, notamment après la saison de pollen, et c'est un système qui est plus coûteux. Vous le verrez ensuite, on va parler, on vous donnera des gammes de prix. Je te laisse en parler, la double flux, Kevin, ou, Attends, fais celle-là, après je reprends la suite. Allez, ça marche. Et donc enfin, on a la ventilation mécanique contrôlée double flux, qui est un système un peu plus complexe. Donc cette fois, c'est le système le plus performant, mais qui est donc aussi le plus coûteux, parce qu'on vient donc échanger les calories de l'air sortant de notre logement, donc les calories, la chaleur, hein. On vient faire un échange avec l'air rentrant que l'on vient récupérer à l'extérieur.
ce qui nous permet de préchauffer cet air et donc d'avoir moins de déperdition thermique, enfin en tout cas de moins avoir à réchauffer l'air entrant. Néanmoins, donc c'est le meilleur système, mais qui est très compliqué généralement à être installé dans les logements, dans les rénovations, parce que donc c'est tout simplement beaucoup plus complexe à installer. C'est également plus coûteux, ça nécessite plus d'entretien. Et donc finalement, dans notre région du sud où le climat et les températures extérieures sont plutôt clémentes l'hiver, on ne recommande tout simplement pas l'installation d'une VMC double flux. Notamment parce que en rénovation, comme on l'a dit précédemment, on a du mal à venir bien traiter les points d'étanchéité à l'air et à venir faire une bonne étanchéité à l'air du logement. Et c'est quelque chose qui pénalise grandement les performances des VMC double flux. Donc que ce soit par notre région, où le climat est peu rigoureux, ou pour cette raison-là, c'est un système qu'on ne recommande pas plus que ça en rénovation. Même si c'est un très bon système qui mérite d'être installé dans le nord et sur des bâtiments neufs, ça, il n'y a aucun doute. Donc voilà, la double flux, c'est vraiment spécifique normalement au neuf, du fait déjà de l'étanchéité à l'air, comme on vous l'a dit plus tôt. Donc de base, en fait, la VMC simple flux et la VMC double flux, elles ont le même rôle. C'est vraiment juste le renouvellement de l'air pour avoir un air sain et réguler l'hygrométrie. La double flux, elle permet juste de gagner quelques calories, un peu d'énergie thermique en récupérant de la chaleur sur l'air qui est extrait, parce qu'on va extraire de l'air chaud de l'habitat et bon, on va dire principalement en hiver, et on va introduire de l'air froid l'hiver. Donc on peut récupérer grossièrement avec l'échangeur entre 40 et 60% d'énergie thermique. Le petit graphique du dessous, ça montre en fait que l'efficacité du coup de ce principe d'échange thermique, donc le rendement de la double flux, est nettement diminué quand on va avoir des problèmes d'étanchéité à l'air, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc nous, on se situe dans rénovation, ou on va dire dans des bâtiments anciens avant 80, même avant 90. Quand on ne prêtait aucune attention à l'étanchéité à l'air, on mettait aucune membrane, on est vraiment catastrophique, voire médiocre. Donc voilà, on est à 35%, voire maximum 60% de rendement sur une double flux qui elle-même va récupérer seulement 40 à 60% d'énergie thermique. Donc autant vous dire que c'est très peu rentable. En plus de ça, ça prend énormément de place. Là, on peut le voir à côté, un module avec un gros échangeur à côté d'un ballon thermodynamique. Donc voilà, un ballon thermodynamique, ça prend déjà de la place. Alors voilà, un gros module pour avoir une double flux, ça prend de la place. Donc sur des rénovations très complexes, très complètes, ça peut s'envisager dans le sens où on aura peut-être la place pour faire des gros travaux, pour passer les gaines, etc. Mais dans de la rénovation, on va dire, dite un peu classique, ça va être trop compliqué à mettre en place et trop coûteux et trop peu intéressant d'un point de vue rendement financier. Enfin voilà, ce qu'on va gagner comme calories, comme kilowattheure avec la double flux, on va le perdre dans l'investissement initial et dans la perte, le faible rendement qu'on aura dû à une mauvaise étanchéité à l'air. Sinon, voilà, il faut vraiment mettre le paquet sur l'étanchéité à l'air, avoir la possibilité de faire ces travaux lourds sur une grosse rénovation, mais sinon, dans le cas classique, on va dire, ça reste compliqué. Donc voilà, là, c'est pour vous montrer aussi un peu voilà, la différence qu'il y a avec une double flux. Donc là, c'est un cas pratique qui a été fait au CSTB, au centre de recherche, sur une maison qui est quand même moyennement étanche à l'air, donc mieux que ce qu'on a, on va dire, en classique en rénovation, en région parisienne. Donc voilà, là, ça montre la référence qui est, on va dire, l'autoréglable avec le débit fixe, sans régulation en fonction de l'hygrométrie. Donc voilà, ça, c'est la référence. On voit que la ventilation naturelle, ben déjà, voilà, ça augmente nettement les besoins de chauffage, ben du fait déjà qu'on ouvre les fenêtres, qu'on va apporter de l'air froid et qu'on a besoin de réchauffer derrière, etc. Ensuite, voilà, la ventilation simple flux de type A, la hygro A.
On voit déjà qu'elle améliore nettement les performances parce que du coup, elle va régler le débit, elle va s'ouvrir plus ou moins, enfin le volet d'extraction d'air vicié va s'ouvrir plus ou moins en fonction de l'hygrométrie qu'il y a dans les pièces humides. Donc voilà, quand on va pas utiliser la salle de bain ou quand on va pas utiliser la cuisine, on va moins extraire d'air. Donc voilà, c'est là où on gagne sur les besoins de chauffage. La hygro B permet d'améliorer encore ça, un petit peu moins, mais voilà, ça permet, on gagne encore un petit peu. Et après, voilà, sur la double flux, selon son rendement, ses performances, donc selon, on va dire, principalement, ça voulait mettre en avant les différences qu'il y a si on a une bonne étanchéité à l'air ou une mauvaise étanchéité à l'air. On voit que sur une VMC double flux, dans une maison non étanche, on arrive quasiment au même comment dire, économie de besoin de chauffage qu'une hygro B. Donc voilà, ça sert pas à grand chose d'avoir une double flux, ça sert à rien d'avoir une double flux si on n'a pas une maison étanche. Et si on a une maison étanche, on arrive à optimiser un peu ses besoins de chauffage en arrivant à moins 31%. Donc voilà, c'est vraiment pour vous mettre en garde sur la double flux parce qu'on a l'impression de faire quelque chose de super bien pour son habitation, etc. Mais au final, on n'y gagne que très peu si on n'a pas fait un effort aussi sur l'étanchéité à l'air de son logement. Ouais, Donc voilà. sachant que bon, ces mesures, elles ont été prises donc donc dans la zone parisienne, donc on n'a pas quand même les mêmes températures d'air extérieur que nous dans la région. Donc finalement, il faut remettre un petit peu aussi ces valeurs, on va dire légèrement à la baisse hein, en termes de consommation de chauffage global. Mais à savoir, et donc je pense que c'est aussi quelque chose à retenir de ce webinaire, c'est qu'on ne ventile pas uniquement pour baisser notre consommation en chauffage, on ventile surtout pour notre santé. C'est un des messages principaux de ce webinaire. Donc voilà, double flux, voilà, il faut vraiment optimiser si on veut que ça soit rentable. Donc voilà, pour avoir une idée aussi du prix que ça peut coûter ces systèmes, on va dire que la VMC simple flux classique, la autoréglable avec le débit constant, etc. On est à peu près à 500 euros en équipement et en rénovation, voilà, il faut compter sur la deuxième colonne 1,5 à 2 fois plus que le prix à gauche. Donc on est aux alentours des 1500 euros à peu près pour une auto réglable. Sur une hydro réglable de type A ou B, on est à peu près à 2 fois, 1 fois et demi les 800 euros. Donc on est un peu plus que 1500 euros, donc plus aux alentours des 2000 euros. Hydro-réglable de type B, en fait, ça va être aussi parce que j'ai vu qu'on avait la question, ça va être les réglettes en fait qui sont directement incluses dans les menuiseries qui vont être hydro-réglables elles aussi, en plus des bouches qui sont présentes dans les pièces humides. Donc voilà, ça permet de quantifier aussi l'air qui rentre dans le logement. La VMC double flux, enfin du coup voilà, dans le prix dans la VMC simple flux réglable de type B, les menuiseries, il faut les compter en plus parce que ça va être fait quand on va changer ces menuiseries qu'on dira qu'on veut des réglettes qui sont hygro-réglables. Donc voilà, ça sera un surprix mais côté menuiserie. Et ensuite la VMC double flux, donc là voilà, on voit que les prix commencent à exploser un petit peu. On est à 2303 euros et après voilà en rénovation avec le passage des gaines, la création des faux plafonds parfois, etc. Toute la reprise est beaucoup plus chère et selon les cas, ça peut exploser s'il faut, par exemple, carotter un plancher béton ou passer à travers des murs en pierre, etc. Donc voilà, ça peut vite grimper. On est à plus de 5000 euros et parfois plus aux alentours des 8000 euros. Ensuite, la VMR et la VMI, donc voilà, ça c'est pas réglementaire dans le neuf parce qu'on n'arrive pas à bien maîtriser les débits, etc. C'est vraiment évacuer, comme on a dit dans le cadre réglementaire, évacuer l'air vicié avec balayage des pièces à vivre, des pièces de vie. Mais voilà, parfois spécifiquement, on le verra après dans les questions-réponses, ça peut solutionner quelques problèmes quand on n'a pas la possibilité de passer les gaines, etc. Ou alors pour essayer de réguler un peu mieux l'hygrométrie en l'abaissant, surtout sur les maisons humides ou les maisons anciennes en insufflant de l'air. Ça peut aider un petit peu, mais voilà, c'est vraiment très spécifique à des cas comme ça. Et du coup, c'est beaucoup plus cher qu'une VMC simple flux. Parfois, ça en vaut le coup quand on n'a pas le choix, mais voilà, on est à 2500 euros pour une VMR et 3000 euros pour une VMI, selon les cas, bien sûr. Donc tout ça, c'est très bien, mais derrière, il faut aussi penser à l'entretenir.
Donc voilà, ça peut être le cas actuellement quand on a une vieille VMC qui est là, on ne sait pas s'il faut la changer, etc. Ou on vient d'acheter une maison, il y a une VMC en place, mais on ne sait pas trop. Donc voilà, c'est toujours bien de faire un bon bilan de santé de sa VMC actuelle si on n'a pas envie ou si on n'a pas l'intention de la changer tout de suite. Donc ça passe par dépoussiérer les entrées d'air. Donc voilà, là on voit très bien typiquement à droite une entrée d'air qui est pas où on n'a pas envie de se salir les mains pour enlever toute cette poussière. Donc voilà, c'est assez simple, hein, c'est juste un chiffon humide, hein, c'est juste de la poussière. Donc voilà, nettoyer bien toutes ces bouches d'extraction. Vérifier derrière le conduit si lui-même derrière n'a pas été encrassé. Bon, en général, ça s'arrête à la grille, mais bon, on ne sait jamais. Essayer de voir au niveau du moteur s'il n'est pas aussi encrassé. Donc ça, c'est toujours un peu plus compliqué. Il y a des professionnels qui peuvent le faire. Mais voilà, sinon, essayer d'accéder au moteur d'extraction. Voilà, surtout quand il est bruyant. Donc voilà, là on l'a marqué. Une VMC qui fait du bruit, c'est pas normal. Que ça soit au niveau de l'extraction, ça veut dire qu'elle est surdimensionnée, qu'elle va beaucoup souffler, enfin qu'elle va beaucoup aspirer, etc. C'est pas normal qu'on entende. Et pareil au niveau du moteur, c'est pas normal qu'il fasse du bruit. C'est qu'il y a un défaut d'usure ou un défaut tout simplement. Ou que ça a été surdimensionné, ça aspire trop, enfin, etc. Donc voilà, si une VMC qui fait du bruit, c'est pas normal. Donc il faut aussi sauter de ce préjugé où on va dire on va pas mettre de VMC parce que ça va faire du bruit, etc. Maintenant, c'est des technologies qui sont éprouvées, donc il n'y a pas de... Normalement, il n'y a aucune nuisance qui vont être créées par les VMC. Elles sont sous des faux plafonds ou dans les combles. Il y a des modèles parfois pour appartements spécifiques, des modèles très plats, très compacts, qui ont été étudiés justement pour optimiser justement les décibels, donc ils font vraiment aucun bruit. Donc voilà, normalement, c'est pas sujet à des nuisances sonores. VMC double flux, comme on l'a dit, ben, du coup, remplacer les filtres, etc., plus d'entretien. Et tout ça, normalement, est encadré aussi par un professionnel qui doit normalement, enfin, alors c'est recommandé, qui doit venir à minima tous les 3 ans. Idéalement, voilà, si vous avez des problèmes ou si vous voulez faire l'entretien, tous les 3 ans, intervenir un professionnel. Donc, ça coûte à peu près 130-200 euros. Voilà, c'est de l'entretien, nettoyage, contrôle du monteur, vérification des gaines, des entrées d'air. Idéalement, mesure des débits et des dépressions pour s'assurer que tout ça soit respecté au niveau du cadre réglementaire et aller un peu plus loin sur la double flux avec l'échangeur, etc. Et l'évacuation des condensats, parce que dans l'échangeur, il peut y avoir aussi l'apparition de condensats entre le mélange de l'air chaud et de l'air froid. Donc bien évacuer les condensats, parce que souvent c'est à des endroits inaccessibles et il vaut mieux pas avoir de mauvaises surprises. Et bien sûr, pour garantir un bon fonctionnement d'une ventilation continue, etc., il faut bien sûr ne pas boucher les entrées d'air comme on le voit bien trop souvent, surtout dans des appartements où du coup on s'aperçoit assez vite qu'il y a des problèmes d'humidité et de moisissure. Les entrées d'air, les extractions, parce que parfois c'est lié à l'inconfort, mais voilà, il faut quand même se dire que c'est pour le bien-être du logement et de l'habitat. Ne pas éteindre les VMC, donc voilà, c'est pas parce qu'il fait froid qu'il faut pas qu'il y ait d'air qui rentre. Il faut bien évacuer l'air vicié. Laisser un espace aussi sous les portes intérieures pour qu'il y ait une circulation de l'air à l'intérieur du logement, parce que voilà, quand on va fermer les chambres, etc., la salle de bain, l'air ne peut plus circuler entre les pièces à vivre et les pièces humides. Donc voilà, ce qu'on appelle normalement le détalonnage, je crois. Donc voilà, c'est de laisser un petit jeu sous les portes pour que même quand les portes soient fermées, que l'air puisse communiquer. Et du coup, ben, bien sûr, comme on l'a dit bien auparavant, limiter les infiltrations parasites pour que tout se fait par les entrées d'air prévues à cet effet et extraits par la VMC. Et voilà, d'autant plus que, comme on l'a dit, en cas de rénovation, bien essayer de se pencher sur sur l'étanchéité à l'air, que ce soit quand on fait l'isolation, donc avoir une bonne interface entre l'isolation, les menuiseries, etc., avec des membranes d'étanchéité à l'air, etc. Quand on va refaire de l'électricité ou refaire la plomberie, bien penser à étanchéifier tous ces passages de réseau. Bien sûr, voilà, la pose des fenêtres, etc., pour qu'il y ait une continuité d'étanchéité à l'air entre le mur et la fenêtre. Donc voilà, tout ça pour avoir une ventilation efficace et pas de problème après dans le logement. Donc les points clés à retenir, donc ben, c'est que l'étanchéité à l'air, ben, ça fait partie ben, intégrante d'une rénovation performante, que le renouvellement d'air
doit être conçu de manière globale. Donc, comme tout ce qu'on a vu, ça va passer par les menuiseries, par l'étanchéité à l'air, par comment on va placer sa VMC. Est-ce qu'on met une simple flux, une double flux? Est-ce qu'on a les combles? Est-ce qu'on a la place pour passer les gaines, etc. Ou est-ce qu'on réfléchit à une solution alternative? La gestion des interfaces, comme je viens de le dire, donc la bonne pose des menuiseries, etc. Euh, Et du coup, ben, les deux solutions principales qu'on préconise, ça reste quand même la VMC simple flux hygroréglable dans la plupart des cas. Si vraiment il est possible de le faire, la VMC double flux. Mais sinon, voilà, on conseille vraiment la simple flux hygroréglable A ou B selon si on change les menuiseries ou pas. Ça reste le plus intéressant financièrement et ça permet de garantir le bon dimensionnement du renouvellement d'air. Je permettrais juste de rajouter quand même dans cette liste la ventilation mécanique répartie, même si Mm. c'est moins performant, certes, ça reste quand même une bonne solution pour pallier à un problème de faire passer des gaines. Et il vaut mieux avoir une ventilation mécanique répartie que de rien avoir. Voilà. Et du coup, voilà, la performance de la ventilation est directement liée à l'étanchéité à l'air. Il faut qu'il y ait le moins d'air parasite possible. Et du coup, directement lié aussi à la performance énergétique de l'habitat. Donc voilà, nous, on s'est basé sur pas mal de ressources qui sont disponibles aussi pour vous, principalement au niveau de l'ADEME, qui a des guides qui sont vraiment très bien faits. Si vous voulez aller plus loin sur ces questions-là. Donc, le guide bien ventiler son logement et bien isoler sa maison. Ça, ils sont vraiment très intéressants. Et après, surtout quand vous voulez faire aussi des rénovations par étapes ou si vous voulez faire une rénovation globale, mais comprendre Mm. vraiment tout ce qu'on a parlé au niveau des interfaces, vous avez ce guide, la travaux par étapes, point de vigilance, qui permet de bien comprendre comment réaliser une bonne continuité de l'isolant, comment réaliser une bonne étanchéité à l'air entre les différents postes de travaux, etc. Ils sont vraiment très bien faits, donc c'est un bon Mm. support quand on n'a pas forcément les compétences techniques face aux professionnels qui vont venir faire le chantier à la maison. C'est vraiment très intéressant de s'appuyer sur ces guides-là. Tu voulais dire un truc? Non, 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 tout à fait, je confirme que ce guide est très intéressant. Et voilà. Et à côté, on a encore les autres webinaires. Vous les avez sur nos chaînes YouTube. Vous allez avoir aussi le replay directement et le support au format PowerPoint ou PDF directement aussi dans vos boîtes mail. Donc n'hésitez pas à revenir dessus si besoin et à aller voir les autres webinaires. Et bien sûr, on va répondre à vos questions, mais vous pouvez aussi directement nous contacter directement sur nos sites internet ou avec le numéro unique ou avec la plateforme Loutre pour avoir un conseiller France Rénov spécifique à certains projets. On va balayer là très rapidement les questions principales, Ouais. mais c'est vrai que parfois c'est très spécifique. Donc, Oui, on va voir. si on répond pas à votre question, n'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on aille plus loin sur vos questionnements, sur vos réflexions. Ouais, je suis en train de remonter le flux un petit peu pour voir. Je sais pas si tu as une réponse pour KZ Alors, à attends. 18h08. Simple flux. Donc il y avait essai, oui, 18h04. Peut-on améliorer l'isolation par l'extérieur d'une maison déjà isolée par l'intérieur? Alors oui, sauf si ça a été une rénovation déjà actuelle au niveau de l'isolation par l'intérieur, ce serait un peu bête de faire les deux. Mais si c'est une vieille isolation l'intérieur, comme ce qui se faisait à l'époque dans les années 80-90 avec juste 5 cm de polystyrène, c'est peu performant. Maintenant, il faut au moins une bonne vingtaine de centimètres sur les murs. Donc, oui, il faut réaliser une isolation par l'extérieur en plus de ce qu'il y a déjà, on va dire, à l'intérieur. Euh, un manque d'air entrant. Ouais, celle-là, c'est possible si les entrées d'air n'ont pas été dimensionnées correctement ou si ça manque d'entrée d'air. Il faut vérifier, du coup, vous avez changé vos fenêtres. Il faudrait déjà vérifier toutes les réglettes d'entrée d'air, les nettoyer si possible, etc. Si c'est dû à un manque d'air, je sais pas, pour la combustion ou je sais pas, faudrait comprendre. Enfin, je me plains souvent d'un manque d'air entrant. Il faut voir déjà
pourquoi vous avez ce ressenti-là pour en comprendre la cause. Mais s'il y a déjà une VMC, que les réglettes sont présentes au niveau des fenêtres et sont propres, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème. Il y a une question de André. Que pensez-vous de la pose de laine de roche par soufflage pour des combles aérés? Bon, c'est quelque chose dont on a parlé, nous, récemment au bureau, sur des combles aérés ou très, très aérés dans notre région où on peut avoir pas mal de vent. En effet, il est possible de plutôt préconiser une isolation par rouleau que par soufflage. En effet, ça permettra certainement une meilleure tenue stable de l'isolant sur toute la surface des combles. Ok. Thierry qui m'avait demandé par rapport à une VMC. Vous pouvez me rappeler directement, je pense me rappeler de quel sujet c'était. Mais oui, envoyez-moi un mail directement, on pourra essayer d'en rediscuter si vous souhaitez. Mhm. Il y a peut-on isoler une maison par extérieur qui donne directement sur la rue? Ça dépendra de ce qui a été déterminé par l'urbanisme de votre secteur. Mais généralement, voilà, ça peut être assez compliqué. Il faut garder un espace entre le mur et le trottoir d'environ 1,40 m, plus d'autres règles d'urbanisme, potentiellement des bâtiments de France si vous avez des bâtiments de caractère ou de patrimoine. Donc, ça dépend. Et c'est à vous de vous renseigner auprès de votre mairie. Ouais. KZ, oui, sur une maison à Aix. Donc, oui, vous pouvez vous rapprocher de nous directement. On pourra vous fournir du coup des listes d'entreprises RGE qui sont signataires d'une charte d'engagement avec nos structures, euh, via directement l'outre ou sinon directement au niveau de la maison énergie habitat climat. Corinne avec la baignoire en résine. Donc là, c'est très spécifique, enterré dans le vide sanitaire. Je ne saurais pas exactement vous répondre. On pourra en discuter, mais J'en ai, c'est j'en ai assez une spécifique. potentiellement intéressante là de Dominique. Quelle ventilation idéale entre VMC double flux et VMI pour une maison au mur extrêmement humide, remontée capillaire? Là, s'il y a des remontées capillaires, peut y avoir d'autres traitements de l'humidité à mettre en place pour s'assurer de l'intégrité du bâtiment. En fonction du type de mur que vous possédez, il y a des solutions qui peuvent être préconisées, mais ça nécessite quand même le passage d'un professionnel spécialisé dans l'humidité pour vous préconiser les solutions. Ça sera mieux d'avoir une ventilation, mais c'est possible que cela nécessite autre chose. T'en es où, toi, dans le fil dans Alors j'étais sur l'historique? 18h45, T'es allé bien euh, bas, mais j'ai pas eu le je temps de remonte balayer un tout petit le peu monde. avant. Un test de fuite d'air, donc ouais, c'est vraiment le test de fuite d'air, c'est vraiment spécifique au neuf pour avoir la valeur normée. C'est vrai qu'en rénovation, c'est peu intéressant parce que ça va être entre 600 et 800 euros. C'est dur d'identifier toutes les fuites d'air, mais voilà, enfin, un jour de Mistral, par exemple, on va sentir un peu l'air passer dans les prises, dans les encadrements de fenêtres, etc. C'est un peu plus comme ça qu'il faut réfléchir. Regardez le schéma qu'on a fait sur les endroits, les points de vigilance, tout ce qui va être trappe d'accès aussi aux combles, les portes de garage, les portes d'entrée, vérifier tous ces contours-là, refaire les joints si nécessaire, mais voilà, c'est pas trop difficile d'identifier les fuites d'air quand elles sont très grossières. Ça va être plus quand elles sont fines. De même, j'avais vu aussi pour les boîtes, les prises électriques, il existe du coup des boîtiers étanches pour faire passer ces câbles, des boîtes étanches. Donc voilà, quand on reprend l'électricité, c'est intéressant de le faire. Après, si vraiment, ou alors s'il y a vraiment des gros courants d'air par cette prise-là. Mais sinon, voilà, c'est quand même des travaux un peu fastidieux. C'est juste pour quelques petites fuites d'air si on veut pas poser une double flux ou autre. Dieudonné, en matière de bruit, est-ce qu'une VMR ne représente pas d'inconvénient? Eh ben, c'est dépendant essentiellement de l'entretien que vous apporterez à celle-ci. Si les bouches d'extraction sont suffisamment souvent entretenues, normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait de bruit, surtout dans les systèmes récents.
Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous, si jamais vous n'avez pas eu de réponse à votre question, n'hésitez pas à la reposter. Alors, je suis en train de le lire aussi. Ouais, bien pour la réponse. Nettoyant. Charles Lévy, la question, pour une habitation ancienne avec un mur mitoyen, est-il possible d'isoler une partie de la maison par l'intérieur et une autre partie de la maison par l'extérieur? Oui, bien sûr. Tant que vous n'isolez pas par l'intérieur et par l'extérieur au même endroit, il n'y a pas de raison de créer de problème. Alors, KZ, ouais, je suis pas convaincu qu'il fallait rendre une maison étanche. En fait, il faut la rendre étanche à l'air parasite. Après, le reste, justement, c'est prévu pour qu'il y ait le bon renouvellement d'air et tout ça. Après, s'il y a des problèmes d'humidité, il faut avoir les bons pare vapeur, etc., sur les isolants, etc., pour éviter les points de rosée, les points de condensation dans l'isolant. Mais elle est étanche à l'air dans le sens où, après, on peut maîtriser les débits sur ce qui est prévu pour extraire et faire entrer l'air, le renouvellement d'air, en tout cas. Bon, sur le chauffage, les pompes à chaleur, etc., il y a des webinaires associés à ça. Mais, euh, mais oui, les pompes à chaleur sont plus économes en énergie que les radiateurs électriques. Attention à la climatisation, parce que c'est vrai que nous, dans le sud, ben, au final, on l'utilise plus en clim qu'en chauffage. Du coup, à la fin, on a une facture plus salée que quand on avait que des radiateurs électriques. Ouais. Et puis le confort de chauffage n'est quand même pas exactement le même entre des radiateurs électriques à inertie qui ont un effet un peu radiant et une climatisation réversible qui n'envoie que de l'air pulsé. Voilà. Euh, Alors, la différence entre hygroréglable A et B, si vous voulez, on peut vous la réexpliquer, mais vous aurez simplement sinon à cliquer sur le lien également. Pourquoi bien ventiler, c'est bien expliqué dans le kit de l'ADEME. Mais donc, hygroréglable A, vous avez des entrées d'air qui font varier leur débit d'air en fonction de l'humidité présente dans la pièce. Mais donc, c'est ouais. les entrées d'air, uniquement les entrées d'air, et donc qui sont dans les pièces à vivre. Et hygroréglable B, vous avez et Je les crois, entrées d'air dans vos pièces à vivre et les extractions d'air dans vos pièces humides qui régulent leur débit en fonction de l'humidité présente dans la pièce. je crois que la type A, c'est juste les bouches d'extraction dans les pièces humides. Donc tout ce qui va être cuisine, etc., qui vont avoir l'orifice qui s'ouvre plus ou moins, là, les grosses bouches d'extraction. Et en B, c'est en plus les entrées d'air Voilà. qui sont sur les fenêtres. Tant pour moi alors. Je crois que c'est ça. Mais Ça voilà, c'est ça. En fait, il y a devrait plutôt des fois en les inverse. doubles réglettes qui sont en plus sur les fenêtres, qui fait que l'air entrant dans le logement est lui aussi régulé et donc minimisé et juste là en fonction de l'humidité. Donc, qui fait normalement des économies aussi un peu plus importantes. KZ, si vous avez-vous des artisans réellement compétents à nous recommander? On référence en tout cas au niveau de l'ALEC et du CPIE grâce à l'outre les artisans qui nous contactent pour être référencés sur l'outre. Néanmoins, cela ne garantit pas pour autant leur intégrale compétence, mais on s'assure derrière, si jamais on a des retours sur ces artisans, bien sûr, d'entreprendre des actions. Donc, on pourra vous recommander, en tout cas, si vous venez vers nous, que ce soit par l'outre ou autre, vous recommander des artisans RGE dans votre coin. Tic, 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 tic. Donc voilà, après, n'hésitez pas à venir sur l'outre, nous Bon, contacter directement. Type A ou ouais, type B, du coup, et la type B, c'est vraiment si vous changez vos fenêtres en même temps, parce que du coup, il faut que les réglettes d'air soient adaptées. Le moteur de la VMC aussi est un peu adapté, donc c'est une VMC spécifique. Mais si vous changez pas vos fenêtres et que vous n'avez pas la possibilité de changer les réglettes sur les fenêtres, c'est pour ça qu'on préconise une type A. C'est le plus simple. On voit quand les réglettes sont sales.
parce qu'on voit au-dessus de la bouche d'extraction dans la cuisine ou dans la salle de bain quand ça commence à prendre la poussière. Le problème des types B qui peut apparaître, c'est l'encrassement du coup des réglettes en haut des fenêtres qu'on oublie bien souvent d'aller voir. Et du coup, on fait pas l'entretien de ça, ça finit par prendre la poussière, se boucher, et au final, on n'a plus d'air rentrant. Donc, on casse justement ce renouvellement d'air parce qu'on n'a pas pris le temps de nettoyer ces réglettes en haut des fenêtres. Même en type A, il faut penser de temps en temps à les regarder pour qu'il y ait pas d'obstruction dans le flux d'air. Dans le 66, bah après, ça va être l'espace conseil France Rénov de là-bas qui va être directement amené à vous conseiller. On ne pourra pas aller plus Malo- loin, malheureusement. ouais, malheureusement, probablement pas, même si l'outre sera peut-être un outil qu'on retrouvera plus nationalement, on espère bientôt. Pour l'instant, l'outre est uniquement dédié aux régions de l'Alec et du CPIE, du pays aixois et de Marseille, malheureusement. C'est ça. Mais sur le site France Rénov, vous tapez, il vous demande du coup quel est l'espace de conseil France Rénov le plus proche de chez vous. Vous avez juste à taper votre code postal pour avoir l'espace conseil France Rénov associé à votre commune, à votre projet. Bon, on va conclure. Bah, merci à tous, hein. Ça a été très sympathique de Ouais, voir le dynamisme qu'il y a eu dans le chat, dans les échanges, etc. On espère avoir répondu à toutes vos questions, à toutes vos inquiétudes par rapport à tout ce qui est ventilation et humidité. ouais, ou en tout cas à vos questionnements. Cela aura pu vous être utile. Et puis, ben, n'hésitez pas, comme on l'a dit plusieurs fois, à revenir vers nous à travers l'outre ou directement le numéro à Lorraine Énergie si vous souhaitez si vous avez des questions complémentaires ou si vous souhaitez d'autres informations pour vos projets de rénovation. Voilà, Hop, on va conclure. Donc, vous retrouverez bien sûr le replay sur YouTube ainsi que le support qui vous sera fourni par mail directement. très bonne fin de journée à tous. Merci à tous d'avoir été là. Au revoir.